Bonjour à vous tous. Merci de venir nous rejoindre pour cette nouvelle conférence de Patrimeta. Alors, le sujet du jour, c'est la défense et l'autonomie stratégique. Bon, c'est plus que d'actualité, hein. Donc, Patrimeta colle à l'actualité pour cette sixième épisode. On va aborder bien sûr un sujet crucial, donc dans un contexte géopolitique qui est particulièrement mouvementé. Et vous savez que au début, on parlait d'autonomie stratégique et on se concentrait sur la partie défense et notamment la défense militaire. Aujourd'hui, l'autonomie stratégique elle s'étend à un ensemble de domaines, à l'économie, les nouvelles technologies, mais aussi tout ce qui est menaces hybrides, telles que les cyberattaques qu'on note de plus en plus présentes aujourd'hui dans notre environnement. Alors nous, on a fait une petite étude, enfin une petite étude, une étude il y a quelque temps qui était sur un autre sujet et à chaque fois qu'on interviewait un conseiller, il nous parlait de défense et d'autonomie stratégique. Donc ça renforce encore notre lien. Donc lorsque même quand vous parlez d'investissement responsable, on vous parle de ce sujet-là. Donc ça nécessitait évidemment une conférence. C'est ce qu'on va s'employer ce jour avec effectivement un animateur de choix, puisque c'est Cédric Marc qui a bien voulu animer cette conférence aujourd'hui. Il vous expliquera pourquoi, il a plein de raisons pour le faire. Et puis, on a proposé donc à deux sociétés de gestion de venir nous expliquer leur démarche autour de ce sujet. D'une part parce qu'ils ont des positionnements qui sont assez différents, que ça soit en titre coté, non coté, que ça soit en equity comme en dette. Et donc, pour répondre à nos interrogations et à vos interrogations, donc j'ai la joie de vous présenter Damien Mariette de CPR-AM, qui est gérant action thématique et gérant du fonds CPR Invest European Strategic Autonomy. Bonjour Damien. Et puis Timothée Malfette, qui est gérant gestion action, alors côté et hybride chez Siena IM. Bonjour Timothée. Bonjour. Cédric, je vous laisse la balle désormais Déjà, ça y pour est, cette animation. Ah bah ouais, mais moi je suis on va toujours être très lancé dans le rapide. grand bain, Bon, en tout cas, bonjour à vous trois. Je suis vraiment très content, Pascal, que vous ayez pu organiser cette table ronde parce que je trouve que vous avez raison, les clients, ils y sont de plus en plus sensibles. Et pour ma part, cette thématique-là, moi, je m'y suis intéressé à travers certains discours, donc je reprends rapidement. Moi, le discours clé qui m'a fait être sensibilisé sur cette thématique-là, c'est le discours du président Macron à la Sorbonne en 97, puisqu'il nous a parlé effectivement de souveraineté. Ce qui m'a marqué, moi, c'était en novembre dernier, le rapport Draghi qui nous a parlé effectivement de compétitivité. Et enfin, la dernière conférence très récente en mars à Bercy qui parlait de financement, sur le financement de la base industrielle de technologie de défense. Moi, je trouve que ces mots importants, ces discours ont permis, comment dire, de prendre conscience et j'aimerais bien voir à travers cette conférence, de voir de quelle manière est-ce que ça a été reflété dans des actes et probablement nous en parlerons. Alors, moi, tout sans plus tarder, j'ai une première question à poser à Damien. En fait, l'autonomie stratégique, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Et selon vous, Damien, dans quel domaine, comment dire, notre dépendance, liée à l'extérieur, elle est problématique? Oui. Alors sans surprise, hein, si on revient sur l'autonomie stratégique, elle date, elle touche le militaire et la défense en premier. Donc livre blanc de la défense en France en 1994, on parle pour la première fois d'autonomie stratégique. Au sein de l'Union européenne, il faut attendre un peu plus longtemps, en 2013, pour que cette notion d'autonomie stratégique émerge autour de la défense, là aussi. Et puis, au cours des dernières années, ce sujet, comme ça a été mentionné en préambule, s'est ouvert à d'autres secteurs d'activité, l'économie, l'industrie, les nouvelles technologies. Globalement, effectivement, on voit aujourd'hui cette description de l'autonomie stratégique européenne. Elle sert effectivement à aller de pair avec la souveraineté et elle vient effectivement répondre à ce que vous mentionnez, qui est là où l'Europe sent qu'elle a des dépendances un peu trop marquées. Alors ces dépendances marquées, elles datent pas d'hier, c'est des dépendances qui ont commencé finalement avec la désindustrialisation de l'Union européenne il y a maintenant plusieurs décennies.
qui s'est accéléré avec la globalisation et qui est vraiment été vu comme un vrai boulet au pied post-Covid. Pendant le Covid également, hein, puisqu'on se rappelle tous de la difficulté qu'on a eu à s'approvisionner en masques. Et donc au départ, les pays qui n'avaient pas de masque trouvaient que le masque était non obligatoire. Et puis dès que les masques ont été disponibles, eh ben, ils sont devenus tout de suite obligatoires. Donc on avait effectivement ces premiers sujets-là. Les sujets de médicaments, on a aujourd'hui plus de 1700 médicaments en France qui sont susceptibles d'être en rupture au cours de l'année. On n'est pas passé de 0 à 1700. On avait déjà des ruptures de médicaments il y a une dizaine d'années. L'énergie, avec effectivement la dernière crise qu'on a connue, hein, qui est effectivement l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la crise énergétique, parce que l'Union européenne certains pays de l'Union européenne dépendaient massivement de la Russie dans leur approvisionnement en gaz ou en pétrole. Et donc les prix de l'énergie sont envolés. Et donc on a vu qu'on avait des vraies dépendances vis-à-vis de certains pays dans l'approvisionnement de matières premières comme le pétrole, comme le gaz, mais aussi sur certaines terres rares. On voit que par exemple aujourd'hui le secteur automobile est touché par des restrictions de terres rares en provenance de la Chine. Et donc il y a certaines chaînes de production automobile qui sont à l'arrêt en Union européenne. Et donc il y a effectivement aujourd'hui une nécessité quasi impérieuse de l'Union européenne de reprendre la main sur un certain nombre de sujets, de secteurs, de domaines, pour être sûr de pouvoir avoir son destin entre ses mains. Et donc ça, c'est vraiment le constat qui a été fait à l'aube des crises successives et qui s'est accentué très récemment, d'autant que nos partenaires et alliés ne sont plus aussi, forts qu'on pouvait l'avoir par le passé, et je pense notamment notre partenaire américain qui aujourd'hui clairement montre des signes d'agacement, d'énervement par rapport à la position européenne. Et ça va effectivement avoir des impacts très forts puisqu'on ne peut plus avoir les mêmes relations qu'on avait avec les Américains aujourd'hui qu'on les avait il y a encore quelques mois ou quelques trimestres. Bon, en tout cas, donc là, vous avez évoqué vos deux sujets, donc tout ce qui était réindustrialisation de l'Europe et puis la nécessité impérieuse d'être autonome. Timothée, qu'en est-il en termes de, je dirais, de réarmement? Donc, en mars, il y a eu Réarme Europe. Alors, ça s'appelle dorénavant différent. Et je vous laisse, si vous voulez bien, le présenter. Bon, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, en fait, les grands axes de ce plan européen? Oui, bien sûr. Donc, le contexte, Damien en a parlé, c'est les bouleversements géopolitiques et de la guerre en Ukraine à partir de début 2022, et puis l'éloignement de l'allié américain et des doutes sur sa volonté de continuer à soutenir l'Ukraine qui ont conduit finalement l'Europe à réagir de manière massive via le plan qui s'appelait initialement Rearm Europe et dont le nom a changé, il s'appelle Readiness 2030, donc Préparer 2030, pour refléter en fait une approche un peu plus large, qui a été présenté, comme vous l'avez dit, le tout début mars de cette année. L'objet du plan, c'est investir davantage, vite et mieux pour assurer la défense européenne. Donc dans le détail, en fait, c'est un package de 800 milliards d'euros. C'est du financement privé et public aussi, c'est ça qui est intéressant. Alors beaucoup de public, hein, puisque l'Union européenne va proposer aux États qui le demandent 150 milliards d'euros sous la forme de prêts aux États. Et puis, c'est 650 milliards d'euros de dérogation aux règles de pacte de croissance et de stabilité. Et puis, on va avoir aussi une réorientation budgétaire de la part de l'Union européenne, c'est-à-dire réorienter les fonds européens existants, comme les fonds de cohésion, vers des investissements dans la défense. Donc, au global, on peut considérer que c'est 800 milliards d'euros qui peuvent être mobilisés par les États. Et puis, l'une des choses intéressantes du plan Readiness 2030, c'est de réduire la dépendance, hein, parce que la réduction de la dépendance, c'est le maître mot de la souveraineté, dans les achats de matériel à des pays non européens. Aujourd'hui, les pays européens achètent à 78% du matériel à des pays non européens. Et l'objet du plan Readiness 2030, c'est de faire passer ce 78% à 50% en 2030. Ok, donc ça c'est un élément vraiment important à rappeler. Donc, ce qui devrait favoriser, en plus des augmentations de budget, l'industrie de la défense européenne. Okay. Donc, dans le sillage en fait des préconisations de l'OTAN, je crois que tout le monde a bien en tête, c'est de faire passer les dépenses de défense de 2% du PIB à 3,5%.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques très rares en fait, pays européens qui sont déjà à 2%. C'est par exemple les Pays-Bas, c'est la Grèce, c'est la Pologne. Et l'Allemagne, qui fait un effort considérable aujourd'hui, en fait, était à la traîne, hein, selon les métriques que l'on utilise. L'Allemagne était à 1,3, 1,5% de son PIB en dépenses de défense. Je trouve qu'il y a un chiffre à rappeler qui est intéressant, c'est que la loi de programmation, la précédente loi de programmation des militaires, c'est 2019-2025. Elle avait prévu de dépenser 295 milliards d'euros. Celle qui a été lancée c'était 2024, enfin, qui a été continuée en 2024-2030, on est à 413. Ça fait quand même plus 70% ouais. d'augmentation rien qu'en France. Ouais. Est-ce que par rapport à ces grands plans, donc on a parlé de readiness, donc ex-REARM, j'imagine, comment dire, Damien, avec REPowerEU, vous y avez fait référence tout à l'heure, REPowerEU en 2022, il y a le CHIPS Act. Quelles sont en fait, selon vous, les opportunités d'investissement offertes par ces plans-là? Elles sont Qui veut nombreuses. commencer? Timothée ou Damien, qui veut commencer là-dessus? Je veux bien prendre la partie Vas-y. CHIPS Act. Globalement, les plans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que post-Covid, en fait, l'Europe a vraiment adopté une voie d'une autonomie stratégique ouverte, et donc en produisant une série de plans et en se fixant des objectifs. Donc Timothée a mentionné l'objectif, effectivement, de passer de 78 à 50% sur la partie d'équipement européen. Si on prend le CHIPS Act, donc c'est 45 milliards d'euros de plans. L'objectif était de doubler notre capacité de production de semi-conducteurs sur le territoire européen. Donc on était à l'époque du plan en 2022 autour de 9%. L'objectif était d'amener ce 9% à 20%. Pourquoi 20%? Ce chiffre n'a pas été décidé comme ça au hasard, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne consomme 20% des semi-conducteurs mondiaux. Et donc c'était finalement d'équilibrer offre-demande sur le territoire européen. Il y a une commission, la Commission européenne a sorti une étude il y a quelques semaines. On ne sera pas à 20% en 2030 sur la production de semi-conducteurs sur le territoire européen. On sera autour de 12-13%. Donc on a fait un premier plan, première étape. On va vraisemblablement avoir un CHIPS Act 2 pour effectivement continuer à investir, à flécher l'investissement pour accélérer et pour atteindre ces objectifs. Donc ce qui est important, c'est vraiment effectivement l'Union européenne à identifier des endroits dans lesquels on a des dépendances un peu trop marquées, où on a des risques liés à de l'approvisionnement en provenance de l'extérieur, qu'il faut qu'on soit capable de gommer ou de réduire le plus rapidement possible, en se fixant parfois des objectifs qui sont ambitieux, comme c'était le cas des objectifs de CHIPS Act, puisqu'on n'aura pas réussi avec ce premier plan à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais on aura néanmoins amélioré la situation de départ. Et donc, c'est de poursuivre, c'est-à-dire de flécher l'investissement et d'avoir à la fois un investissement qui soit significatif de la part des différents États et qui soit durable dans le temps. C'est le seul et unique moyen qu'on aura pour être vraiment capable, en 2030 et au-delà, de réduire significativement nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous venez de dire et dans ce que fait l'Europe, c'est que l'Europe, elle fait quand même quelque chose, parce qu'on a toujours tendance, comment dire, à la critiquer. Et je trouve qu'à travers les discours, mais aussi les actes qui ont été mis en place, je dirais, on est en marche et il y a une prise de conscience obligatoire de changer notre mode de fonctionnement. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des actes. Et voilà. Est-ce que Timothée, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là, sur les opportunités selon vous? Si je reste sur le thème de la défense, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les besoins immédiats et l'urgence de la situation en Ukraine font qu'il y a des segments de la défense où les dépenses décollent déjà. Donc c'est typiquement la défense aérienne et antimissiles, les systèmes d'artillerie, les missiles, les munitions, les systèmes de drones, et puis plus globalement tout ce qui importe dans le combat terrestre. Donc ça va être les chars et les véhicules de transport de troupes. C'est pour ça qu'on voit par exemple une société comme Rheinmetall qui est vraiment au cœur de ses besoins immédiats, qui a très bien performé en bourse, et que c'est une société qui fabrique des systèmes d'artillerie, des munitions et des tanks. Ce qui est plus en retrait, ça va être le naval, qui correspond moins aux enjeux immédiats. Mais tout ça, globalement, les dépenses de défense vont gagner de l'attraction.
parce que le cheminement est le suivant, c'est d'abord au niveau de chaque État, ça va être des votes de budget en augmentation, qui vont ensuite se traduire par des commandes, et puis avec un peu de décalage, qui va se traduire en chiffre d'affaires. Et ce qui va être intéressant, d'ailleurs, je pense que vous en parlerez après, c'est qu'effectivement, il y a les commandes publiques et de voir techniquement au sein des sous-traitants, parce que je pense que les gros faiseurs, du moins en France, ils ont de quoi financer leur développement, mais j'aimerais bien qu'on aborde aussi à travers la question plus tard, c'est comment est-ce qu'on va financer les entreprises sous-traitantes qui permettent… Et là, on parle effectivement de milliers d'acteurs. Comme vous venez de le dire, effectivement, les grands acteurs de la défense cotés, hein, qu'on connaît tous, Thales, Rheinmetall, Leonardo, ont évidemment aucun sujet de financement, mais les besoins, ça vient en dessous, c'est au niveau des fournisseurs. Moi j'ai une question en vous écoutant, est-ce que aujourd'hui il y a encore un débat sur, je dirais, c'est une question à Damien, si vous voulez bien, sur la thématique de défense et le respect des critères ESG. Bon, moi, j'ai assisté à la conférence de Bercy en mars. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, il a été assez clair là-dessus. Quel est votre avis là-dessus? Oui, alors si vous me permettez, juste avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur la défense parce qu'on voit qu'il y a des augmentations de budget et souvent on a du mal à dire ces augmentations de budget, qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour les sociétés et est-ce qu'au vu des cours de bourse, est-ce que finalement tout n'a pas été intégré? Et si on prend par exemple le plan Readiness 2030, c'est en grosso modo 60% de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui était initialement prévu d'ici à la fin de cette décennie. Si on prend le chiffre d'affaires de Rheinmetall, qui était de 10 milliards l'année dernière, le chiffre d'affaires de Rheinmetall, donc de 10 milliards l'année dernière, il va vraisemblablement être au-delà de 30 milliards à la fin de cette décennie. Et donc pour 60% de budget supplémentaire, on a un chiffre d'affaires qui triple, voire vraisemblablement qui va faire plus que tripler sur la même période. Et donc, en fait, on a des effets multiplicateurs très importants au sein de la filière défense, parce que comme ça a été mentionné, il y a des besoins beaucoup plus importants sur tout ce qui est missiles, défense antimissile, transport terrestre, etc. Et donc, on va avoir des effets multiplicateurs très significatifs sur certains secteurs de la défense. Maintenant, pour revenir à la question sur l'ESG et la défense, quand on a lancé le fonds il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on avait ces questions sur finalement, est-ce qu'investir dans la défense, c'est compatible avec des critères ESG. Alors, pour notre structure, donc Amundi CPR, il n'y avait pas de sujet d'interdiction d'investissement dans le secteur de la défense. En fait, la défense n'était pas, comme le secteur du tabac ou comme le secteur du charbon, interdit. C'était un secteur sur lequel il y avait des exclusions normatives liées à des activités, la production de mines antipersonnelles, la production d'armes bactériologiques, la production d'armes chimiques, mais il n'y avait pas d'exclusion du secteur de la défense en tant que tel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, force est de constater que c'est beaucoup moins un sujet. De très nombreuses institutions ont modifié leur politique d'exclusion ESG pour finalement réintégrer ou pour réduire les exclusions qu'il y avait sur le secteur. Maintenant, on va revenir, il y a quelques années, le secteur de la défense était un secteur qu'on appelait ex-grosse, il n'y avait pas de croissance, puisque les budgets de défense au sein de l'Union européenne étaient en réduction année après année. Et donc finalement, pour l'ensemble des acteurs, être pas présent sur le secteur de la défense, c'était pas grave. Aujourd'hui, c'est différent, comme ça a été mentionné juste avant. Il y a des perspectives de croissance qui sont très significatives, des cours de bourse qui sont là aussi très significatifs. Et donc, on a une prise de conscience que ce secteur n'est plus aussi inintéressant qu'il pouvait l'être par le passé. Et puis en même temps, il y a une pression de la part des principaux pouvoirs publics au sein de l'Union européenne pour effectivement aider, comme ça a été mentionné par Timothée, comme ça le sera certainement après, pour aider l'ensemble de la chaîne de valeur à être prêt pour 2030. Parce que là, aujourd'hui, on n'a encore globalement rien vu. C'est-à-dire les hausses de capacité, les fortes progressions de chiffre d'affaires, elles sont attendues à partir de 2027. Et donc c'est maintenant qu'il faut qu'on soit capable de se préparer pour qu'à partir de 2027, on soit en ordre de bataille, si vous me permettez l'expression, pour 2030. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi j'ai l'impression que l'univers de la défense, mais on ne parlera pas que de cet univers-là de la défense dans notre conférence, mais l'univers de la défense, il était principalement géré par des boîtes étatiques
Et je trouve que c'est de moins en moins le cas, puisqu'il y a plein de boîtes de start-up, donc des sous-traitants qui inventent des nouvelles technologies et qui ont souvent d'ailleurs avec des activités duales, hein, c'est-à-dire civiles et militaires. Et je pense qu'effectivement, c'est celle-ci qu'il faut financer. Et c'est un secteur d'activité qui est en totale mutation. Moi, j'aurais une question à chacun d'entre vous. Damien, si vous avez la main, je vous la redonne. Et puis après, ça sera Timothée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vos groupes respectifs, ils ont pris conscience de ceci? Parce que vous faisiez référence au lancement d'un fonds CPR Autonomie, Autonomie, stratégique autonomie, pardonnez-moi de mon anglais, en 2023. Donc, mais pourquoi cette prise de conscience déjà il y a 2 ans? En fait, la prise de conscience, elle est à la suite de la succession de crises qu'on a eu, hein, dont j'ai déjà parlé. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des dépendances très fortes vis-à-vis de certains pays sur l'approvisionnement de produits, de matières premières ou autres. Rappelez-vous, pendant le Covid et post-Covid, si vous souhaitiez changer de voiture, vous pouviez parfois attendre plus d'1 an avant de recevoir votre voiture, tout simplement parce que la voiture, bien qu'elle soit produite au sein de l'Union européenne, il manquait une petite pièce qu'on appelait un semi-conducteur ou plusieurs semi-conducteurs, et puis votre voiture n'était pas en état de fonctionner. Et donc on a eu une vraie disruption de chaînes d'approvisionnement, notamment sur le semi-conducteur, qui ont amené un bon nombre de produits à plus être disponibles dans les temps ou dans lesquels ils étaient avant produits. Donc la voiture, globalement, avant, en 3 mois, vous aviez une nouvelle voiture, là, c'était plus de 12 mois. Donc ça a montré quand même qu'il y avait des gros sujets. Je vous ai parlé des médicaments en introduction. On a aujourd'hui plus de 1700 médicaments qui sont susceptibles d'être en rupture en France à un moment donné dans l'année. L'année dernière, il y a eu des anticancéreux qui étaient non disponibles en France. Et donc l'Allemagne a puisé dans son stock pour fournir à la France des anticancéreux pour que des malades puissent être qui étaient en cours de traitement puissent être continués à être traités. Donc on voit qu'il y a vraiment des vrais sujets, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Et je pense que cette succession de crises a vraiment mis en lumière les effets un peu néfastes de la globalisation qu'on a connue sur les 30 dernières années, qui a été globalement assez positive d'un point de vue consommateur, mais qui vraiment a mis sous pression un certain nombre d'États et d'institutions, dont l'Union européenne, et qui aujourd'hui ne peut pas supporter cette situation plus longtemps. Il faut vraiment y remédier et il faut vraiment être capable d'adresser ces différents sujets. Et donc on a fait ce constat il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc on a construit une thématique qui s'articule autour de plusieurs dimensions pour vraiment adresser ces sujets, parce qu'on pense qu'au-delà des plans qui sont lancés par l'Union européenne, il y a vraiment des perspectives de croissance bien supérieures sur ces secteurs-là, parce qu'on a vraiment une nécessité d'investir dans ces secteurs-là pour regagner de la souveraineté. Là, au moins, votre message, il est clair. Même question. Et d'ailleurs, les performances du fond, je dirais, le prouvent. Timothée, même question. Pourquoi est-ce que votre groupe, il a été sensibilisé à ça? Et je dois vous dire que moi, je trouve que vous avez été particulièrement bon, Sienna, parce que vous avez lancé votre produit en même temps que Readiness 2030. Et puis, en plus, vous avez réussi. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu sur cette thématique-là. La réunion à Bercy, vous étiez dans la table ronde. Donc, bien joué, bien joué. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et d'où vient cette prise de conscience chez vous? Oui, donc en fait, effectivement, on a un fonds de dette privée pour soutenir l'industrie de la défense, et la genèse de ce fonds, en fait, ça remonte au printemps 2023 lors des débats sur la nouvelle loi de programmation militaire, puisqu'elle témoignait en fait de la prise de conscience par le politique, du retard pris par les armées en termes de matériel. Pas tant au niveau de la qualité, hein, d'ailleurs, c'est plutôt en termes de quantité. Il a alors en fait semblé évident qu'au-delà de l'effort budgétaire que les États allaient devoir fournir, qu'il fallait accompagner ces PME, ces ETI dans la défense, pour financer les montées en cadence de production, leur stock et éventuellement des build-up, donc des rachats de concurrents ou de partenaires. Puisqu'on le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que les gros industriels du secteur se financent de façon extrêmement facile. Il n'y a pas d'enjeu, ni en fonds propres, ni en dette. Par contre, c'est du côté de la supply chain qui est très atomisée, qu'il y a des besoins. Donc, il y a souvent des sociétés qui, en fait, n'ont pas été totalement remises de la crise du Covid, qui peuvent avoir encore des PGE à rembourser.
Et elles ont devant elles des carnets de commandes qui commencent à se garnir et qui vont croître pas la de trésorerie. manière très forte et voilà, et qui n'ont pas la trésorerie pour financer leurs investissements. Et alors, juste par rapport à ce que vous dites, parce que Oui. j'ai rencontré récemment quelqu'un de chez Dassault et qui Oui. me disait, techniquement, si on veut faire un Rafale et doubler ou tripler la capacité, c'est super, mais on ne peut pas le faire en instantané parce que la somme de nos différents sous-traitants et partenaires, il nous faut 2 ou 2,5 ans pour doubler la capacité. Ouais. Et cette capacité, c'était une réflexion d'ailleurs pour eux, il faut aider, il faut financer, il faut réduire les délais de paiement pour que ces sous-traitants, ça. Donc, on parle bien évidemment de cette fameuse BITD, parce que je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler, donc cette fameuse base industrielle de technologie et de défense. Exactement. Et donc, en fait, le projet, il a maturé ensuite avec en coopération avec les grands industriels français du secteur, comme Dassault, MBDA, donc le missilier, et Naval Group, et aussi la Direction générale de l'armement, la DGA, qui ont confirmé la pertinence de cette vision et que c'était une vraie réponse à des besoins réels et qu'elle allait être croissant dans la durée. Et c'est vrai que la DGA, aujourd'hui, elle est très impliquée, très concernée dans le moyen de développer cette fameuse base industrielle qui représente quand même 4500 entreprises. Ouais. Question, Timothée, moi je trouve que votre approche est originale. Pourquoi avoir voulu faire de la dette et non pas, je dirais, des actions là-dessus? Donc pourquoi avoir fait ceci? Et puis après, question d'après, quand est-ce qu'on pourra souscrire ce fonds? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu d'ailleurs de montage de ce fonds? En fait, encore une fois, c'est que pour contribuer à l'effort en cours de monter en cadence de la production, il nous a semblé nécessaire de financer directement les entreprises qui sont concernées par ces besoins. Et pour cela, c'est vrai que la dette, c'est au moins aussi pertinent que le private equity. Le private equity peut avoir quelques lacunes, entre guillemets, c'est-à-dire que dans le private equity, il faut sortir à un moment. Aujourd'hui, il y a quand même dans ce secteur qui est ultra sensible, le contrôle par des investisseurs étrangers peut compliquer la cession, par exemple. On l'a vu avec la société qui s'est introduite l'année dernière, Exosense, qui avait fait l'objet d'une offre de rachat par un acteur étranger et qui finalement avait dû être acheté moins cher par un groupe de private equity français, HLD. Et puis, la dette, en fait, ça nous semble vraiment bien correspondre aux besoins de ces entreprises, donc qui vont avoir une visibilité sur, on va dire, sur une décennie. Et nous, ce qu'on va leur apporter, c'est des financements d'une durée moyenne typiquement de 7 ans. Donc, ces financements vont matcher avec les cash flows qu'elles vont générer. Donc, pour nous, la dette nous a semblé être un instrument extrêmement pertinent. Et c'est pour ça que ce fonds donc est un fonds de dette privée. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, on peut le nommer? Il s'appelle comment? Quand est-ce qu'on va pouvoir en Alors, acheter? il s'appelle minimum. Ouais. Alors, il s'appelle Héphaïstos. Donc, le fonds, concrètement, le closing va se terminer pour les institutionnels en juin. Donc, les fonds vont commencer à être déployés peu de temps après, en juillet. Et puis, il y a une version pour les investisseurs particuliers sous la forme d'UC qui, elle, va être lancée deuxième quinzaine de septembre. D'accord. Donc, le ticket, c'est quoi? Ça va être 100 000 comme, Non, alors il n'y a pas de ticket d'entrée minimum. Ah, c'est bien ça. Ouais, pas de ticket d'entrée minimum. Donc, je suis obligé de dire quand même que le fonds est en cours d'agrément auprès de l'AMF. Donc, l'agrément, on va le recevoir en juillet et le lancement effectif encore une fois, deuxième quinzaine de septembre. Donc, c'est un fonds qui sera fermé pour une durée de vie de 10 ans, avec, comme je l'ai dit, une durée moyenne des dettes de 7 ans. Et 100% des capitaux seront déployés dans un délai de maximum de 2 ans. Donc, il n'y aura pas de ticket d'entrée minimum. La souscription, c'est un capital call unique. C'est-à-dire que si vous voulez placer 1000, vous êtes appelé à hauteur de 1000 euros. D'accord. Et la performance visée, net de frais, c'est important, net de frais, ça sera entre 5 et 6% pour le fonds UC. D'accord.
Ok. En tout cas, Timothée, merci de ces précisions. Une question à Damien. Donc, le fonds European Strategic Autonomy, en fait, il s'intéresse à plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Et quels sont je dirais, quelle est la stratégie recherchée sur ce fonds-là? Oui. Alors, la stratégie, elle est effectivement d'accompagner les plans qui ont été mentionnés, qui visent différents secteurs, accompagner les entreprises à la relocalisation de capacités de production sur le territoire européen ou le développement de capacités de production, comme ça peut être le cas par exemple sur la défense. Donc, on a 5 secteurs aujourd'hui sur lesquels on investit, 5 dimensions. La défense, forcément, la partie banque assurance, donc tout ce qu'on appelle finance. Pourquoi? Parce que c'est la courroie de distribution qui va permettre effectivement le financement des entreprises pour pouvoir justement localiser ou étendre des capacités de production sur le territoire européen, continuer aussi à faire de la R&D. Troisième secteur, la santé. On a parlé avec les médicaments, mais il y a un vrai sujet de continuer à poursuivre la recherche et développement de certaines maladies rares, par exemple, d'avoir des capacités de production de principaux actifs qui servent à la production de médicaments sur le territoire européen, puisqu'on a tous en tête les ruptures de Doliprane ou d'amoxicilline sur le territoire français, l'alimentation et l'industrie. Dans l'industrie, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est lié à la robotique, il y a tout ce qui est lié à l'automatisation des chaînes de production, il y a ce qui est lié à l'énergie, on en a parlé tout à l'heure, il y a une dépendance, même si aujourd'hui elle est moindre vis-à-vis de certains pays, en tout cas on n'a plus cette même exposition qu'on avait à la Russie, on a quand même une exposition, qu'elle soit aux États-Unis ou qu'elle soit qatari ou autre, sur l'acheminement en gaz. Donc on a un besoin d'investissement significatif dans le domaine de l'énergie, dans l'efficacité énergétique, dans la production énergétique. Et puis la technologie, on a parlé des semi-conducteurs au travers du CHIPS Act, mais il y a aussi les infrastructures numériques, la cybersécurité professionnelle et publique, pas la cybersécurité militaire. Donc il y a plusieurs domaines qui nous semblent aujourd'hui très importants, avec à chaque fois de bien faire attention entre le temps court et le temps long. Typiquement, sur les sujets de crise énergétique, on a le temps court qui est, il fallait trouver des sources d'approvisionnement pour compenser la perte de l'approvisionnement en gaz russe, ce qu'on a fait avec des négociations de contrats avec les États-Unis, avec le Qatar, pour effectivement de l'acheminement de gaz sur le territoire européen. Et puis vous avez le temps long. Le temps long, c'est le développement de mini-centrales nucléaires, ce qui est en train d'être réfléchi à la fois par la France, par la Belgique, mais aussi par l'Allemagne, qui a un grand changement du côté allemand. Ça, ce n'est pas des solutions qui vont apparaître demain. C'est des solutions qui apparaîtront dans une dizaine, une quinzaine d'années. Et en même temps aussi, tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la principale utilisation du gaz en Europe, c'est le chauffage. Vous avez un nombre de passoires thermiques en France, mais aussi dans d'autres pays européens qui est considérable. Et donc, si vous êtes capable de réduire le nombre de ces passoires thermiques, d'augmenter l'efficacité énergétique des matériaux qui sont utilisés pour les rénovations, vous avez la capacité de pouvoir à travailler aussi sur la demande de gaz sur le territoire européen. Donc voilà, à chaque fois différents leviers. D'ailleurs, avec le fameux Repower EU en 2022, ça a bien marché parce que la consommation de gaz elle a baissé de 15%. 15%. Oui. Donc et c'est vrai que ça permet de parler, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on essaie de décarboner, pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir une efficacité énergétique. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans votre fonds, c'est qu'il s'inscrit dans votre histoire chez CPR, de travailler en amont sur des fonds thématiques. Moi, j'ai le souvenir dans le monde d'avant, après Covid, d'avoir investi sur le fonds, d'ailleurs qu'on a toujours, les clients ont toujours, le CPR Global Disruptive Opportunities. C'était un fonds avant l'heure, fonds Action Internationale, qui permettait de saisir les enjeux de ce changement de société qui était technologiquement disruptive. On a eu l'intelligence artificielle, on a eu la blockchain, et je trouve que cet univers d'autonomie stratégique, c'est pas un effet de mode parce que c'est assez rassurant, ce que nous disent les États et les besoins des entreprises. Ça veut dire que, d'accord, j'ai presque fait d'ailleurs
une pré-conclusion, une pré-conclusion, parce que je pense qu'on est, on est presque bien dans le timing. Avant de laisser la parole à Pascal sur nous expliquer comment est-ce qu'on peut trouver les fonds sur la plateforme Patrimeta, moi je voudrais vous dire pourquoi, à mon sens, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en tant que citoyen, je trouve que l'autonomie stratégique européenne, elle est capitale, parce que, premier point, on l'a vu, une volonté européenne politique, et bien je dirais de cette autonomie à travers les différents plans. On a vu un Repower, Chips Act, et puis en France, la loi de programmation militaire. Moi, je trouve que ça a du sens parce que ça va permettre ces différents plans et ces investissements à donner du travail à nos enfants. Et il faut que nos enfants puissent aussi continuer à travailler et à évoluer, à s'épanouir dans une démocratie. Et moi, je pense, à titre personnel, que si on veut atteindre cet objectif-là, il faut qu'on ait une création de richesse partagée. Et cette richesse partagée, elle ne peut, je dirais, se faire qu'à travers une paix sociale et territoriale. Et que de ce fait, on est obligé d'investir tant en dette à travers le fonds que vous proposez chez Siena, qui s'appelle Héphaïstos, mais aussi dans ces secteurs clés au niveau de l'action. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que ce discours, moi je le vois sur le terrain, ce discours, il est totalement entendable auprès de la clientèle. Pascal, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous dire comment, chez Patrimeta, on peut accéder au fonds de Siena et de CPR? Merci Cédric pour ce passage. Bon, déjà, on ne pourra pas accéder au fonds de Siena encore, hein, puisque Héphaïstos n'est pas ouvert encore à la souscription. Il faudra attendre le mois de septembre. Mais vous allez retrouver quand même sur la plateforme, j'espère que vous voyez mon écran, où on peut retrouver à la fois des produits, mais aussi une information sur le sujet. C'est-à-dire que pour bien investir, il faut bien être informé. Et donc, vous avez quelques subtilités ou quelques petites fonctionnalités sur la plateforme qui vous permettent d'obtenir ces informations rapidement. Alors, je vais bien sûr évoquer le concierge que vous connaissez certainement bien maintenant. C'est bien dans les couches, hein, mais il faut en parler parce qu'effectivement, je trouve que l'intérêt du site, c'est y compris ceci. Hein, et puis, je voudrais bien parler aussi, Pascal, de ce que vous envoyez, parce que vous faites un travail très sérieux et très méthodique chaque semaine. J'aimerais bien que vous touchiez aussi un mot d'autopromotion, parce que je trouve que c'est vachement bien fait. Tous les samedis matins, on reçoit une lettre dans laquelle tout est repris. Voilà. Merci d'en toucher un mot. C'est important. Et ça nous aide beaucoup dans notre travail. Très bien. Je vais en reparler tout à l'heure. Je vais essayer de faire vite quand même. Alors, vous avez donc, avec le concierge, vous avez la possibilité de rechercher selon les grandes thématiques. Et dans les grandes thématiques, vous allez avoir une thématique qui s'appelle, voilà, j'y suis, souveraineté et défense. J'appuie sur le petit bouton. Et en plus, ça marche. Et je vais retrouver tout de suite la présentation rapide du fonds. Vous retrouverez Damien qui viendra nous faire une petite vidéo sur le sujet, l'aperçu du fonds, le DIC, la documentation commerciale. Et puis effectivement, lorsque vous allez sur le stand de CPR, vous allez avoir toute la communication qui tourne autour de ce sujet. Donc, attention, pour nos auditeurs, pour y accéder, il faut suivre les fameuses cloches vertes. Hein. Voilà, donc les cloches vertes vous permettent effectivement de vous dire il y a de l'information nouvelle qui est arrivée sur le sujet, et je vais retrouver à la fois Damien dans ses explications sur les problématiques de défense, mais aussi les produits qui sont expliqués. Alors, effectivement, on a, comme l'évoquait Cédric, aujourd'hui quelque chose qui est envoyé à l'ensemble
de notre population, c'est la lettre hebdomadaire. Et donc, dans ces lettres hebdomadaires que vous recevez tous les samedis matins, vous allez retrouver une liste exhaustive des éléments non poussés, puisque c'est par ordre alphabétique, et c'est tout ce qui arrive dans la semaine sur la documentation qui est produite par nos exposants. Donc, et vous voyez, Siena a un ensemble d'informations sur le secteur de la défense, puisqu'ils ont une actualité secteur défense. Alors, et d'ailleurs, Pascal, je vous interromps parce que, juste pour votre information, tant pour vous, Damien, que Timothée, sachez que c'est vraiment grâce à cette lettre, à cette requête à travers le concierge, que j'ai découvert que CPR faisait un fonds sur l'autonomie stratégique et que vous aviez un fonds, pour vous, en fait, chez Siena, je vous ai vu sur la conférence de Bercy et après, je suis allé chercher de l'information sur le site. Voilà. Donc, je trouve que pour nous, CGP, c'est très utile parce que lorsqu'on a besoin d'une information, d'une thématique, ça nous permet de savoir, de lister en globalité. Alors, vous avez Pascal. Il n'y a pas de mal. Vous avez une petite touche miracle aussi, puisqu'on vient de rajouter il y a quelques semaines maintenant un petit agent conversationnel sur la plateforme. Alors voilà, avec la petite icône qui est ici, il suffit de cliquer dessus, vous posez votre question. Alors je l'ai fait bien évidemment pendant la conférence pour être sûr que l'intelligence artificielle qui est mis, le moteur d'intelligence artificielle qui est mis dessus aille bien rechercher les bons articles par sécurité, puisque c'est un apprenant, donc bien évidemment il s'enrichit des différentes demandes qu'on peut lui poser, et je lui ai posé quels articles sont disponibles sur le secteur et les opportunités de la défense, et il m'a proposé un ensemble d'articles. Bon, il a été puisé bien évidemment dans les lettres, vous voyez que ça remonte quand même à avril 2025, mais aussi des thématiques directes, et vous cliquez sur la thématique, et le miracle arrive, et vous allez retrouver une tribune de Siena qui parle du sujet. À l'identique, vous allez retrouver l'intérêt croissance pour la défense va-t-il irradier en non-coté, et vous allez retrouver effectivement un article de Fund sur le point, puisque que ce soit la GFI ou Option Finance sont partenaires de la plateforme. Voilà, donc tout ça, ça vous permet effectivement de vous informer, de pouvoir sélectionner les portefeuilles et les thématiques qui vont intéresser vos clients d'une façon très rapide, puisque l'avantage de Patrimeta, c'est d'avoir un accès unique à l'ensemble de vos partenaires et de disposer d'une information gratuite et exhaustive et sélectionnée de façon rigoureuse. Quand j'évoque le mot rigoureux, c'est pour dire que c'est indépendant, quoi. Voilà, Cédric, comment on peut faire pour aujourd'hui retrouver les éléments d'information sur le sujet? Est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à cette conférence? Alors, il faut que je me repositionne sur le point, sur mon double écran. Voilà. Alors, j'ai plusieurs types de questions. Alors, la première concerne les ETF, parce qu'effectivement, on a un certain nombre de novations qui arrivent sur le marché, les ETF étant un véhicule qui est de plus en plus suivi par les conseillers. Certains demandent ce qu'il faut penser des ETF défense et pour accéder au secteur. Alors, qu'est-ce qu'il veut répondre là-dessus? Damien, moi, je ne sais pas. Damien, peut-être, puisqu'il y en a un dans le groupe. Mais les ETF sur la défense, effectivement, c'est un bon moyen de jouer la thématique. Après, c'est vrai que au niveau européen, avec un ETF, vous allez vous retrouver avec des expositions qui sont extrêmement concentrées sur quelques valeurs. Aujourd'hui, dans l'univers du côté, le nombre de sociétés directement impliquées dans la défense, ça va être une petite dizaine de sociétés, donc c'est finalement assez restreint. Et moi, je rejoins la ligne de Damien, c'est-à-dire que la souveraineté européenne, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et multidimensionnel. La défense est évidemment un pan important,
qui est probablement le plus évident. Mais pas que. Mais pas que, voilà. Okay. Est-ce que Pascal, il y a eu d'autres questions? Alors, quelques-unes, ouais. Alors, j'en prends une sur comment abordez-vous la thématique spécifique de la cyberdéfense et de la souveraineté numérique? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, peut-être pas assez. Pourquoi? Parce que effectivement, la thématique peut-être de l'autonomie stratégique, c'est peut-être quelque chose qui nous fait penser au passé, et il faut peut-être se projeter un peu plus. Et la souveraineté numérique, bon, bah, c'est peut-être un pas vers le futur. Damien, peut-être là-dessus? Oui, il y a plusieurs sujets, hein. Il y a un sujet cybersécurité pour faire face aux attaques. Et il y a un sujet cybersécurité, souveraineté, le cloud souverain, dont on entend souvent parler. Donc, si on prend les deux sujets, le premier sujet, donc sur la partie vraiment cybersécurité, on a vu effectivement depuis l'ouverture du conflit, le nombre de cyberattaques à destination de la France, mais d'autres pays, significativement progressé, et pas que sur des installations entre guillemets militaires, hein, ou essayer de prendre l'information. Il y a des cyberattaques, par exemple, l'année dernière, qui ont touché certains hôpitaux d'Île-de-France, où les dossiers clients n'étaient plus accessibles. Donc, effectivement, il y a une recrudescence de cyberattaques pour, effectivement, à destination des entreprises. Vous savez, les ransomware, les appels du président, enfin, les choses que tout le monde a déjà entendu parler. Et puis, effectivement, ces attaques pour viser, effectivement, sur des infrastructures publiques, pour tenter de générer du chaos. Et puis ensuite, il y a la partie cloud souverain, où effectivement, aujourd'hui, on voit les hyperscalers, les activités même d'IA sont majoritairement dominées par des acteurs américains. Et il y a un vrai sujet, effectivement, de disposer d'actifs européens pour, parce que ça reste, ce sont nos alliés, mais personne ne sait de quoi demain sera fait, hein. S'il y a encore quelques trimestres, on vous avait parlé de la situation actuelle dans laquelle on est, on n'aurait pas imaginé. Donc on voit que les choses peuvent évoluer très vite, et donc à un moment donné, si vous êtes dépendant dans la partie cloud d'acteurs américains, vous pouvez vous poser la question de est-ce que vous êtes vraiment en pleine confiance et en pleine sécurité? Je pense que la réponse est qu'il faut, sur certains domaines, disposer de ces technologies et de ces activités sur le territoire européen. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus, effectivement. Il faut qu'on travaille dans le temps long et protéger nos intérêts, c'est évident. Pascal, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, alors j'ai une dernière question, puisque Damien a proposé un des mots magiques, c'est le mot infrastructure. Et on sait que c'est quand même un élément clé en matière de souveraineté défense. Est-ce que dans le fond, par exemple, que chez Siena, on propose, est-ce qu'on va retrouver cette thématique, ou chez CPR de la même façon? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver ou pas? En tout cas, c'est que proposez-vous de spécifique en la matière? Voilà ce qu'on me pose comme question. Donc, si messieurs, si vous voulez prendre la question. Ouais, je vais démarrer, puis je passerai le bâton de parole à Timothée juste après. Non, les infrastructures restent clés, hein, on le voit de toute façon, le plan allemand, il y a un gros volet sur la partie infrastructure. Le blackout en Espagne montre quand même, il y a des sujets d'infrastructure en Europe. Il y a des besoins significatifs d'investissement dans les infrastructures énergétiques. La grille énergétique européenne, aujourd'hui, il y a plus de 40% de cette grille qui a plus de 40 ans. On a des besoins d'investissement significatifs pour cette grille-là. On a des besoins d'investissement dans le cloud souverain, hein, c'est des infrastructures. On a des besoins d'investissement, on le voit, on est en train d'en parler avec Iris Carré, le programme de satellites européen. On a des besoins d'investissement dans des infrastructures du quotidien, mais dans des infrastructures aussi, qu'elles soient liées à l'intelligence artificielle, au data center, qu'elles soient liées aux satellites. Donc il y a un vrai besoin. Et c'est clair que c'est un pan que nous, on adresse au travers de notre produit. Est-ce que Timothée, oui, des trucs à dire sur ce? Oui, sur les infrastructures, je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Damien. J'ajouterais juste que il y a aussi les infrastructures de transport qui sont extrêmement critiques, que ce soit les autoroutes et plus encore probablement les aéroports pour des tas de raisons. Le rail aussi. Le rail, tout à fait.
voilà, qui font vraiment partie de la souveraineté européenne, où il y a des besoins d'investissement qui sont très importants, surtout, Damien le disait, pour un pays comme l'Allemagne, où les infrastructures sont pas toujours au niveau. On est plutôt mieux loti en France. Voilà, donc quand on parle c'est pour ça qu'on est plus compétitif aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on attire d'une manière presque surprenante encore beaucoup d'investissements étrangers en France. Oui, personne n'a jamais eu à se plaindre d'une autoroute en France. Les aéroports sont largement au niveau. Le rail, on a toutes les interconnexions possibles et imaginables. Donc, ouais, c'est vrai. Bon, eh bien, il est 11h50. Moi, je trouve qu'on a été plutôt bon sur le timing. Merci vraiment à Damien, Timothée, pour votre éclairage là-dessus. Si je peux faire une dernière remarque, bien sûr, mais bien parce que sûr, quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui est vraiment intéressant, et j'invite tout le monde à le lire, c'est le rapport Draghi sur le futur de la compétitivité européenne. Donc, qu'il a écrit avec la contribution de beaucoup d'économistes européens, notamment Jean Tirole, qui est un prix Nobel français, qui est un rapport qui est vraiment très important, qui va être très structurant dans la réflexion de la Commission européenne, qui balaye plein de sujets. C'est passionnant et ouais, voilà, je voulais juste le mentionner. Mot de la fin, en tout cas, Pascal, merci d'avoir eu la pertinence d'organiser cette réunion sur cette thématique. J'espère en tout cas qu'elle vous sera très utile pour l'allocation d'actifs de vos clients. Bon, sachez que sur CPR, le fonds est éligible dans plein de compagnies d'assurance et en bancaire évidemment. D'ailleurs chez AXA depuis une dizaine de jours, mardi de la semaine dernière. Et nous avons bien noté que pour Siena, on pourra l'acheter à titre particulier dès septembre. Merci en tout cas. Et puis, passez un bon début d'été. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour votre contribution. Et puis, on refera peut-être un sujet sur ce thème, puisqu'il est particulièrement prégnant aujourd'hui. Et puis, comme ça, on pourra peut-être fêter aussi le lancement des Phaistos prochainement. Moi, j'ai juste à préciser quand même qu'on m'a largement soufflé la mise en place de cette conférence. Hein. Donc, merci donc à Cédric qui a proposé ce point. Et puis, je vous propose de nous revoir pour une prochaine conférence, puisqu'il y en a encore 5 ou 6 au programme pour cette année. À bientôt. Merci beaucoup à vous trois pour cette animation et votre contribution. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.